il est 8h33 à la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors il y a ceux qui assument le sujet unique. La croix, plus bleue la vie. Aujourd'hui en France, le grand soir, le midi libre, l'heure de vérité, le Maine libre. Ce soir, les bleus doivent rompre le mauvais sort. Et puis, il y a ceux qui ont mis un peu de bleu à côté d'un titre plus sérieux du genre Le Monde s'effondre. Donc, on a Libération avec les bleus à prendre au sérieux et au-dessus de Brexit, la City de la peur. Et puis Le Figaro, les bleus vont-ils conjurer la malédiction allemande? Et juste à côté, après le Brexit, la crainte d'une crise financière en Europe. Et puis enfin, il y a la une de Direct Matin. On ne sait pas d'où elle sort. Hillary Clinton, la voix royale. Bon, on aimerait que ce soir, ça soit un Dodgexit, mais c'est bien le Brexit qui fait encore la une ce matin. Oui, et tous les journaux s'inquiètent de l'explosion de la bulle immobilière britannique. Le Monde, Les Échos, Le Figaro parlent de la panique des financiers et du cercle vicieux qui incite les investisseurs à vendre, faisant baisser les prix et augmentant encore la panique. Le ton est on vous l'avait bien dit, mais avec grandeur d'âme quand même. Une légende urbaine inventée par les souverainistes qui ne sont pas à une affabulation près voudrait que les pro-européens aient menacé le peuple anglais d'un cataclysme historique s'il votait en faveur du Brexit, explique donc Laurent Geoffrin dans Libération. Il n'en est rien, évidemment. Les partisans de l'Union ont seulement mis en garde les Britanniques contre les effets économiques qui pourraient résulter d'un vote négatif. C'était une mise en garde un peu forte. Mais bon, remettre en cause un système économique volatile à l'origine de cette bulle immobilière et faire porter la responsabilité sur les spéculateurs, ça, il n'en est pas question. Les mêmes journaux reviennent d'ailleurs aujourd'hui sur le rapport Schilco. Autre chose, mais ce rapport agite nos voisins anglais. 7 années d'enquête pour établir les responsabilités dans le déclenchement de l'intervention britannique en Irak en 2003. La conclusion est accablante. Le Figaro raconte comment Tony Blair, manœuvrant à la limite du cadre légal et de la légitimité politique, a montré une fidélité aveugle à son allié George Bush. L'intervention était décidée bien avant la moindre vérification sur d'éventuelles armes de destruction massive. Quant à l'opération elle-même, elle a été à peine préparée. Le Royaume-Uni a perdu 179 soldats en Irak. Alors le héros de la gauche britannique, celui qui l'a modernisé, c'est-à-dire converti au capitalisme financiarisé, est aujourd'hui jugé pour son bilan en matière de politique internationale. Pour la politique économique, entre bulles spéculatives et paupérisation des masses, ça, en revanche, il faudra attendre. 49-3, ce n'est pas le score d'un match, mais c'est un problème politique. Mais oui, et encore raté la motion de censure. Alors, mais autant le dire, ce matin dans les éditoriaux, c'est le soulagement qui prévaut. Bon, mais comme on est loin de la promesse de François Hollande qui avait fait du contrat social son engagement et de l'apaisement son projet présidentiel, s'exclame Bernard Stéphan dans La Montagne. Alors tout le monde se lance dans un état des lieux du paysage politique. Dans l'opinion, ça donne ce titre. Au Parti socialiste, cet été, il faudra choisir entre le in et le off. Oui, puisque l'université d'été canal historique du PS a été annulée, chacun y va de son initiative et un sénateur ironise. C'est un peu comme la multiplication des pains, mais on ne sait pas qui est Jésus. Le militant socialiste, qui aurait des velléités d'assister aux réunions de toutes les chapelles, s'amuse l'opinion, a intérêt à bien connaître les réseaux de bus Macron. Emmanuel Macron, justement, dans Libération, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans Le Monde. La pause estivale arrive et dans Les Échos, Cécile Cornudet se délecte de ce cliffhanger, ce suspense, vous savez, que les séries télé créent à la fin de chaque saison. Alors, reprise du jeu de massacre, fin août. Natacha, c'est la première fois que je sens une pointe de jalousie chez vous, non? Ah oui, là on parlait météo il y a pas longtemps, il y a 2 minutes, là, on est là très jalouse. Sur le vieux port à l'OM Café, il fait très très beau. Et tiens, voilà que vous, dans votre petit studio confiné à Paris, vous nous parlez bronzage. Mais c'est une vue de l'esprit pour vous, le bronzage là-bas. Non, mais vous plaisantez, vous avez quitté Paris le seul jour où il va faire beau. C'est pas malin, oui. Bon, donc c'est l'été et je vous le propose, moi, de le passer avec Philosophie Magazine, qui vous invite ce mois-ci à saisir l'instant présent, le kairos chez les Grecs. Et puisqu'on peut philosopher surtout, le journal nous propose aussi une apologie du bronzage. Et oui, un éloge de la profondeur épidermique, une méditation sur la dernière photo d'Arthur Rimbaud en Abyssinie, la peau dorée, brûlée même par le soleil de celui qui a abandonné la blancheur après avoir abandonné tous les cadres de la vieille Europe. Alexandre Lacroix nous raconte aussi comment Paul Morand, jet-setter et parmi les premiers baigneurs des années folles, se sentait quand même un peu responsable à la fin de sa vie d'avoir rendu les plages à la mode et donc si bondées. C'est l'inflation du plaisir universel, disait-il, dans le cauchemar d'un salon nautique permanent.
un peu de douceur grâce à un brillant facteur de piano. Natacha. Exactement. L'Obs consacre un article à Stephen Polello, le dernier facteur de piano français. Et figurez-vous qu'il vient d'inventer un nouveau piano totalement révolutionnaire. 102 touches au lieu de 88, un coffre taillé dans une seule pièce de bois et des sonorités extraordinaires de plénitude, de puissance, des vibrations plus longues, plus délicates. Alors quel intérêt évidemment, puisque par définition, toutes les œuvres sont composées pour 88 touches. Et qu'on n'a que 10 doigts. Voilà, et bien d'abord le supplément d'âme. Ensuite, il y a des pianistes qui ont plus de 10 doigts, Thomas, beaucoup plus que ça. Et surtout, il y a toutes les merveilles qui restent encore à composer. On termine avec une paire de gants. Oui, une paire de gants qui a failli ruiner la production du James Bond Skyfall. C'est le point qui nous raconte cette drôle d'histoire, celle de Daniel Craig qui s'achète une paire de gants et qui revient sur le tournage le lendemain en disant au réalisateur qu'il verrait bien James Bond porter cette paire de gants dans la scène à tourner ce jour-là. Sam Mendes est fatigué et là, c'est la boulette. Il accepte. La scène est tournée, comme tout le film, jusqu'à ce qu'au montage, quelqu'un fasse remarquer que le pistolet de Bond dans cette scène fonctionne par reconnaissance digitale et que c'est pour ça que le méchant ne peut pas tirer avec. Il faut retourner entièrement la scène, ce qui serait totalement ruineux. D'où la solution trouvée, retoucher l'image pour colorer les gants couleur chair. Et du coup, eh bien, dans cette scène, Bond a les mains un peu boudinées. Mais bon, personne n'aura remarqué. En fait, c'est ça le problème avec les grosses boulettes, c'est que ça part toujours d'un choix anodin. Soutenir un ami américain en Irak, élire un type qu'on croit de gauche et qui fait une politique de droite. Et après, on est obligé de retoucher la photo, de maquiller les résultats. Une catastrophe. La musique de Skyfall, elle s'appelle Ni Polo Ni. Et la revue de presse Ça revient s'appelle demain. Adèle aussi, celle qui chante. Oui, mais là je parlais de celle qui fait la revue de presse. Eh ben d'accord. Il y a 2 James Bond Girls en fait, 3 avec vous Julie. Ah, à demain matin Exactement. Natacha. À demain.